présentation de Madame Fourier. Donc, Madame Fourier, vous êtes spécialiste des usages et des pratiques des technologies de l'information et de la communication. Comment définissez-vous l'identité numérique et son évolution? Bonjour. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est la première fois que je fais une conférence virtuelle, donc je pense que mon avatar va arriver. Il y aura peut-être des petits ajustements techniques au cours de cette conférence. Vous me voyez et en fait, je suis absolument identique, comme vous pouvez l'imaginer, à cet avatar. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Join, on vous entend. Bien, merci. Voilà. Donc, en fait, je vais aborder la question de l'identité numérique, qui est le thème de cette conférence, qui est un vaste phénomène social. Et pour ma part, j'estime quand même que cela peut conduire à un changement de société. Mais tout d'abord, un petit rappel historique pour vous dire que finalement, ça n'est pas un phénomène complètement récent, parce que les premiers échanges électroniques remontent aux bulletin boards, qu'on appelait à l'époque, ce sont les Québécois qui les ont appelés comme ça, les babillards électroniques. Voilà. Les babillards électroniques qui permettaient, à la fin des années 70, de discuter à plusieurs, en particulier sur un système en réseau de forums qui s'appelait Usenet. Voilà. Et donc, en fait, ces babillards électroniques, qui peuvent paraître aux jeunes aujourd'hui vraiment complètement antédiluviens, eh bien, ils étaient très importants parce que cela a été la première ouverture de l'échange en ligne au cercle des pionniers de la micro-informatique, une banalisation de l'identité numérique. Il existe bien sûr plusieurs identités numériques qui sont fortement différenciées selon les types de sites, de blogs et de plateformes communicationnelles. Mais là, mon propos s'adresse uniquement aux réseaux sociaux grand public. Et donc aujourd'hui, il y a un grand essor des réseaux sociaux. Juste pour vous donner une idée, en 2011, eh bien, 75% des foyers en France bénéficiaient d'une connexion à Internet. Selon une enquête IFOP de 2011, 77% des internautes français sont membres d'un réseau social. 49% des internautes de Facebook, 37% des copains d'avant. Donc en fait, les réseaux sociaux sont vraiment devenus une pratique sociale tout à fait ordinaire, et c'est important aussi de corriger les stéréotypes habituels qui voient finalement les réseaux sociaux, c'est une pratique essentiellement réservée aux jeunes. Ça n'est pas le cas du tout, parce que finalement, on voit beaucoup de jeunes seniors internautes, peut-être parce qu'ils ont le temps, qui finalement c'est très chronophage la pratique de ces réseaux, donc venant d'être à la retraite, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, en particulier sur les copains d'avant et sur Picasa, où ils sont à peu près 40%, même s'ils ne sont que 20% sur Facebook. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi finalement ce succès? Pourquoi un tel argument? Eh bien, c'est le prisme de l'individualisme contemporain, quelque part. Et c'est le fait qu'aujourd'hui, eh bien, dans nos sociétés, l'accent est moins mis sur le statut social de l'individu, sa profession, son rang social, que sur son expérience sociale dans tous les domaines. Donc nous sommes dans le modèle de l'individu à identité multiple, et cette identité multiple est la trame des usages des réseaux sociaux. Donc nous sommes dans une présence numérique en ligne, et un affichage de soi qui est très important, puisque l'individu, tout individu aujourd'hui, est supposé se réaliser, cela, eh bien, c'est qu'il y a une véritable massification et que nous sommes finalement entrés dans un nouvel âge de l'identité numérique. Car les pseudos sur les réseaux sociaux grand public, eh bien, font souvent la place à l'identité civile, à l'identité réelle, et on donne même son patronyme et des tas d'informations sur sa réelle identité sociale. Donc on voit que finalement l'identité
numérique, à travers cette présence en ligne, qui peut devenir une sorte de décalque, de sa propre vie. Alors, en fait, cela n'est pas sans poser, évidemment, comme vous en doutez, des tas de questions de société. On en débat régulièrement dans les médias. Ce qui est soulevé le plus souvent, c'est le premier point, c'est la protection des données personnelles, avec les dangers de violation de la vie privée, du mésusage des informations livrées par les internautes sur les réseaux sociaux, même s'ils sont de plus en plus prudents et qu'ils paramètrent, disons, la confidentialité de certaines données, mais malgré tout, il y a toujours le risque que le fait que ces réseaux, eh bien, soient des formes de mouchards. Voilà. Donc, cela donne lieu à beaucoup de recherches que je ne vais pas développer ici. Une autre dimension qui est importante, c'est le paradigme néolibéral. Pourquoi? C'est parce qu'on voit finalement, en raison des succès des réseaux sociaux, eh bien, la vaste pénétration des entreprises sur tous ces réseaux, avec d'ailleurs sur un certain nombre de pages personnelles des liens de marque, des liens sponsorisés de marque. Et donc effectivement, il y a une dimension d'infiltration des entreprises dans ces espaces qui sont normalement des espaces relativement privés, en tout cas de sociabilité. Plus grave pour moi, on observe une forme de marketing débat, eh bien c'est qu'il y a une véritable massification et que nous sommes finalement entrés dans un nouvel âge de l'identité numérique. Car les pseudos sur les réseaux sociaux grand public, eh bien, font souvent la place à l'identité civile, à l'identité réelle, et on donne même son patronyme et des tas d'informations sur sa réelle identité sociale. Donc on voit que finalement l'identité numérique, à travers cette présence en ligne, peut devenir une sorte de décalque, de sa propre vie. Alors en fait cela n'est pas sans poser, évidemment, comme vous en doutez, des tas de questions de société. On en débat régulièrement dans les médias. Ce qui est soulevé le plus souvent, c'est le premier point, c'est la protection des données personnelles, avec les dangers de violation de la vie privée, du mésusage des informations livrées par les internautes sur les réseaux sociaux, même s'ils sont de plus en plus prudents et qu'ils paramètrent, disons, la confidentialité de certaines données, mais malgré tout, il y a toujours le risque que le fait que ces réseaux, eh bien, soient des formes de mouchards. Voilà. Donc, cela donne lieu à beaucoup de recherches que je ne vais pas développer ici. Une autre dimension qui est importante, c'est le paradigme néolibéral. Pourquoi? C'est parce qu'on voit finalement, en raison des succès des réseaux sociaux, eh bien, la vaste pénétration des entreprises sur tous ces réseaux, avec d'ailleurs sur un certain nombre de pages personnelles des liens de marque, des liens sponsorisés de marque. Et donc effectivement, il y a une dimension d'infiltration des entreprises dans ces espaces qui sont normalement des espaces relativement privés, en tout cas de sociabilité. Plus grave pour moi, on observe une forme de marketing des individus opérés par eux-mêmes. En fait, l'individu devient une marque, et donc fait à la limite parfois son propre branding, construit sa propre audience, dans l'audientisation, comme on dit, c'est un peu barbare en recherche, de l'individu. Et d'ailleurs, en plus, beaucoup se prêtent aux sollicitations du marketing viral. Donc les réseaux grand public, quelque part, ils peuvent être perçus comme une nouvelle stratégie de diffusion de l'idéologie du libéralisme contemporain et de la marchandisation. Dernier point que je veux aborder, pour ne pas être trop long, c'est le lien social. En fait, en même temps, ces réseaux sociaux sont une opportunité extraordinaire pour entretenir ses contacts à distance, pour élargir son cercle d'amis. Et d'ailleurs, les personnes se font de nouveaux amis et de vrais amis à travers ces réseaux,
d'échanger avec des individus avec lesquels nous avons beaucoup d'affinité, et donc de partager des liens, de partager des biens culturels. Et donc, en fait, on n'a jamais eu autant de possibilités, disons, d'entrer en contact avec l'autre qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, cela pose un de problèmes, puisque finalement, on voit que à travers le dévoilement de soi, eh bien, il y a une recherche très très importante de reconnaissance, voire d'existence, voire un danger de narcissisme. Et cette tendance s'affirme désormais dès le plus jeune âge, puisque aujourd'hui, sur Facebook, on compte 50% de moins de 18 ans, mais alors que finalement, Facebook est normalement interdit aux moins de 13 ans, 35% des 10 à 12 ans ont un compte Facebook et 15% possèdent à nouveau. Il va de soi qu'ils contournent les paramétrages d'identification. Et à cette fin, on va vous présenter un extrait tiré du journal télévisé de France 2 du dimanche 24 juin. Donc l'extrait se met en route. Alors tout ça, effectivement, pour une série de questions qui feront certainement l'objet de débats au cours de cette, plus approfondis au cours de cette conférence. Problème, les moins de 13 ans n'y ont pas accès, mais pas de quoi arrêter Jessica. Je suis née le 24 mars 2000, et donc j'ai marqué que j'étais née le 24 mars 1981. Il y en a sur Facebook, à leur âge, c'est 21 ans, alors qu'en vrai, ils ont que 12 ans. Donc, c'est triché, mais après, c'est pas ça qui compte réellement sur Facebook. Ce qui compte, faire partie de cette communauté virtuelle. Jessica y recense plus de 300 amis avec qui elle partage ses humeurs, ses photos, commente les faits et gestes de chacun. C'est ma grande passion, c'est dès que je trouve un endroit pour me connecter quand je suis en vacances, direct je mets un petit message, des photos et c'est... Bon, problème, les moins de 13 ans n'y ont pas accès, mais pas de quoi arrêter Jessica. Je suis née le 24 mars 2000. En fait, ce que disait cette jeune fille à la fin, bon, en fait, il y a eu une interruption, cette petite fille encore, disait finalement, eh bien, Facebook, c'est ma vie, voilà. Donc, on peut se poser des questions, effectivement, si la vie doit essentiellement se passer, disons, face à un écran et dans un monde, même si ce n'est pas un monde virtuel, mais dans un monde, disons, électronique. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de véritables injonctions à la visibilité. Et c'est de plus en plus grand. En fait, il y a des injonctions très très fortes à utiliser, disons, tous ces réseaux, ce qui est très bien de cette façon, mais aussi à se construire une identité, voire des identités numériques. Alors, dans la majorité des cas, bien heureusement, l'identité numérique n'est qu'un simple prolongement, disons, de sa vie sociale. Et parfois, elle peut quasiment la supplanter. Autre question qui se pose, puisque effectivement, tout chercheur doit avoir un regard critique, eh bien, c'est le fait que l'identité numérique soulève la question de la qualité des relations sociales dans le monde réel. Dans quel monde vivons-nous? Est-ce que finalement, ces relations sociales dans le monde réel, eh bien, ne peuvent paraître un peu fades et sans relief pour un certain nombre d'internautes au regard, finalement, de leur mise en scène virtuelle et d'une identité narrative qui, quelque part, eh bien, est bien de la Voilà, j'en ai terminé, mais je pense qu'on aura d'autres questions. Merci beaucoup, Madame Jouet.